Bonjour, ici Stéphanie Simpson et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 10e épisode de Pas sorti du bois. Ben oui, 10e épisode déjà. J'ai lancé ça il y a 10 semaines en me promettant que j'en sortirais pas un par semaine. 10 semaines plus tard, force est d'admettre que j'ai échoué, mais bon, je pense que c'est bon signe. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment une invitée impressionnante, Stéphanie Simpson. Bienvenue à Pas sorti du bois. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis super contente. Toujours le fun là, de jaser avec d'autres personnes là, qui ont la même passion. Yes, puis surtout qu'on va avoir beaucoup à jaser parce que il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, tu as remporté le volet canadien du Big's Backyard Ultra. On aura l'occasion de discuter qu'est-ce que c'est cette bébite-là dans le monde de l'ultra, mais tu es une coureuse ultramarathon depuis plusieurs années. Tu as un palmarès super impressionnant. Puis ce que je trouvais le fun en regardant ton background puis en voyant un peu cette course-là que tu as remportée, mais aussi ce que tu as fait avant, c'est pas que j'ai réalisé, je le savais, mais il y a un grand spectre à ce qu'est l'ultramarathon. Puis dans mon podcast, où en général, je pense que les gens focusent beaucoup sur l'aspect course en sentier, trail running, les ultra-trails du Mont-Blanc de ce monde. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent. La semaine passée, à l'épisode 9, j'en jasais avec Philippe Deshôtels qui fait des courses en autonomie, des FKT. Puis là, c'est un autre volet encore, l'ultramarathon plus de route ou en tout cas des épreuves de temps. Tu as fait ta marque là-dedans dans des défis 24 heures ou des ultras un peu plus de route. Fait que je trouve ça bien intéressant de pouvoir jaser puis de sortir de mon monde, de sortir du bois littéralement. Oui, exactement, sortir du bois. Exact. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, la question que tout le monde se pose, c'est Stéphanie, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que je bois? Hey, qu'est-ce que je bois? Je suis comme c'était wow. Je ne m'attendais pas à ça. Je bois une 1664. Excellent, une bonne Alors, bière. moi, j'aime bien les blanches ou les blondes. Mais tout ce qui est IPA ou les brunes ou ces affaires-là. Bref, je ne connais pas grand-chose à la bière. Je le mentionne. Mais j'aime ça. Bon, ça, c'est l'important. Moi, parlant de IPA et de brune, moi, c'est ce que j'ai dans mon beau verre d'Aricana, mais une bière du Corsair, qui est une microbrasserie de Québec, en fait, de la Rive-Sud de Québec. Puis, c'est une bière qui s'appelle la Lévisienne. Donc, Jean de Lévis, salut. Donc, maintenant que c'est fait, avant qu'on entre dans le Big Backyard Ultra et toute cette folle aventure-là que tu as vécue il y a quelques semaines, on sait que tu me parles un peu de ton background, de ta personne, que tu te présentes, en fait, autant la femme que la coureuse. C'est comme vague comme question. C'est vague, hein? On pense ça vague. Mais qu'est-ce qui t'a mené à la course, par exemple? Qu'est-ce qui m'a mené à la course? Ben moi, j'ai perdu ma mère quand même très jeune. Là. Elle a eu le cancer. Elle avait 45 ans. Fait que si tu retournes, c'était en 2008. J'avais 22 ans. Puis je sais pas, c'est comme je l'ai déjà dit, puis tout le monde le sait un peu. Là, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, moi. Fait que, tu sais, exprimer ses émotions, tout, c'est quelque chose qui est comme... je suis un peu introvertie, c'est ça le bon mot dans le fond. Alors, j'ai découvert que comme courir, ça m'aidait à comme un peu peut-être évacuer ces émotions-là qui étaient peut-être pas exprimées. Puis là, c'était vraiment vite là, que ma mère a fini par décéder, là, les soins palliatifs et tout. Puis même après, c'était vraiment, je pense que j'ai eu un régime de crème glacée, de vin blanc, puis de course pendant 1 mois. C'était pas mal juste ça qui... Au moins, il y avait l'aspect course dans tout ça. Ouais, fait qu'il y avait quand même... un peu. le vin et la crème glacée qui est un drôle de mélange. Là. Puis, ben, ça n'a pas duré longtemps. Là, je dirais 1 mois là, que c'était une drôle de diète, mettons. Passage obligé, comme on dit. Ben voilà. Puis après, j'ai vraiment développé une passion. Tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, moi, j'aime ça aller courir, mais j'aime ça quand c'est fait. » OK. Mais moi, j'aime vraiment ça, le pendant que tu cours. Je suis contente d'aller courir. C'est aussi une façon d'un peu, maintenant, là, surtout, d'évacuer le stress. J'ai quand même un travail, moi, qui est quand même relativement stressant. Là. Je suis courtier hypothécaire chez Multifrais, mais j'ai une équipe aussi de 9 courtiers. Au travers de ça, il y a les enfants. C'est aussi une famille recomposée. Fait que ça vient aussi avec son lot de défis, dans le fond.
D'organisation aussi, je suppose, de Ouais, logistique, exactement. d'être dans une espèce de structure. Là, on le sait, le travail, la famille, mais en plus, quand c'est une famille recomposée, quand travail à la Oui, avec d'autres maison, mondes, exact. conciliation de tout ça. Exact. Hmm. Je suppose que quand tu pars courir, c'est comme la switch est un peu plus à off pour ça, puis tu peux comme sortir de ce cadre-là qui est nécessaire dans notre société, mais là, tu pars, puis tu as cet échappatoire-là. T'oublies un peu, là, que comme... Ah, puis des fois, je reviens, puis je dis, hey, j'ai une solution pour ça. Fait que, tu sais, des fois, ça te permet juste de comme faire un peu un recul qui est nécessaire, tout dépendant c'est quoi qui se passe. Puis après, je reviens, ah, OK, ben là, ça me stresse moins, ou ah, j'ai une bonne idée. Ou des fois, j'ai juste une bonne idée pour un projet tout court, de même en courant, là. Parce que je veux pas, je finis par, tu sais, je cours quand même souvent tout seul parce que justement, je sais jamais quand je dois vraiment courir, là. Fait que c'est un peu ça de comment j'ai commencé à courir, là. Fait que ça fait quand même quoi, une douzaine d'années. Puis, mettons qu'on parle là, pour l'ultra, mais c'est vraiment après avoir eu Charles. Tu sais, moi, quand j'ai été enceinte, là, j'ai pris comme, je sais pas si je devrais dire, là, c'est genre 55 livres. Je voulais plus courir, je trouvais ça plate. Je me sentais comme une balloune. Fait que j'ai comme pas vraiment couru, ou sinon j'ai passé de comme 100 quelques kilomètres à genre 20. OK. Mais en mangeant genre plus. Fait que bref, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est pas grave, là. Fait que après, je me suis dit, hey, j'ai envie de faire quoi, là? Puis là, c'est là qu'une amie, là, Élise Gelé, qui me dit, hey, viens faire le 50 du MRSQ. Puis j'étais comme, 50 kilos. Je trouvais déjà ça long avant le marathon. Puis là, tu me demandes d'en faire plus long. J'ai pas aimé ça, là, pendant, là. Je trouvais ça horrible. Horrible, là. J'étais comme, ça fait mal. En plus, la fin du MRSQ, tu montes le Mont-Royal, c'est genre de dernier. Puis en plus d'avoir monté le pont d'un quartier. Fait que les derniers 10 kilomètres, c'est comme pas full le fun. Fait que j'avais dit, non, moi, c'est fini. Fait que finalement, je pense que 2 mois après, là, je faisais le Beast of Burden, qui est d'ailleurs une course que j'adore. Qui est à quel endroit, le Beast of Burden? À Lockport, dans l'État de New York. Mais tu sais, c'est OK. comme l'équivalent d'aller aux chutes de Niagara, mais aux États-Unis, là. C'est genre à une demi-heure, même pas des chutes, là. OK. Puis, c'est ça, c'est une course qui ressemble un peu à un parcours comme le Petit Train du Nord, mettons. Il n'y a pas de dénivelé là, c'est un sentier. Puis c'est une boucle de 20 km aller, 20 km revenir. Fait que tu peux soit faire un 40, 80 ou un 100 000, là. Mais Tu as bref, fait là, le 80. OK. Ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est quand même le fun, finalement. Fait que, puis là, de fil en aiguille, après, ben, j'ai augmenté les distances et tout. Et des fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai peut-être voulu aussi à un moment donné aller trop vite, passer de 80 à 160 trop rapidement pour finalement peut-être revenir à peut-être 80 et 100. C'est prendre un meilleur contrôle, puis après dire, OK, là, peut-être que je serais prête à réessayer peut-être plus long. Puis qu'est-ce qui t'attire dans ces extrêmes distances-là? Est-ce que c'est l'espèce de défi d'aller dans des zones inexplorées? Tu sais, quand on a fait une longue distance et on passe à la suivante où on dépasse cette distance-là pendant un événement, tu te dis, OK, là, je suis dans une nouvelle zone. Est-ce que c'est d'aller explorer les limites de ton corps? Qu'est-ce qui t'attire à augmenter ces distances-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit, bon, ben moi, le demi-marathon, le marathon, c'est assez? Ben, c'est sûr qu'entre ces courses-là, c'est des courses, moi, j'appelle un peu comme populaires, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de monde, puis ça l'attire. Je veux dire, là, c'est un peu que je trouve des courses que tu essaies de battre ton propre temps, les PB et tout. Et ça, c'est tout ce qui est ultra. C'est une autre. Tu apprends à vraiment bien te connaître. Fait que, tu sais, des fois, tu es exposé à. Tu sais, moi, je me rappelle au début, j'ai pas nécessairement trouvé ça toujours facile, là, tu es confronté vraiment à toi-même. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis ça te permet de... Ben, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait ça. Je vois vraiment la différence dans les dernières années. Une capacité à... Tu sais, moi, pour me déstabiliser, ça prend quelque chose de majeur. Fait que tu apprends à comme... Tu sais, tout ce qui arrive, prends peut-être ça avec un grain de sel. Tu sais, si je regarde un peu avec ce qui se passe, la COVID, je regarde des amis ou d'autres coureurs qui sont un peu démotivés, qui sont... Ils ont plus leur course, puis ils ont plus leur ligne de départ. Puis là, c'est comme s'ils sont un peu déboussolés. Puis moi, je regarde ça de l'autre bord, puis je suis honnête, là, moi, j'ai eu bien du fun quand même. J'ai fait un 4x4, 4x4000 aux 4 heures pendant 48 heures. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait organisé un 12 heures COVID, j'ai embarqué. L'Association des ultramarathoniens du Canada, il avait choisi 4 coureurs, 2 filles, 2 gars,
par pays pour faire un 6 heures représentatif là, pour justement soutenir la COVID. J'avais fait ça. J'ai fait plusieurs petites affaires. J'ai fait 2 backyards aussi de chez moi. Là. Puis ça aussi est comme demandant, là, mais je me suis trouvé du fun au travers de tout ça, puis une genre d'autres motivations. Puis on m'aurait dit que toute l'année, finalement, il n'y aurait pas eu de course, puis ça aurait continué comme ça. Ça ne m'aurait pas vraiment dérangé. Mais tu dis que tu aimes courir, puis que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent moi, j'aime courir pour la sensation d'après ou pour l'accomplissement d'être sorti dehors courir, mais quand on prend du plaisir à simplement courir, ben après ça, les événements qu'on fait, c'est le fun pour se challenger. Puis l'aspect compétition, qu'on soit élite ou dans le mid-pack, il y a un côté le fun à mettre un dossard puis de partir. Mais quand tu aimes courir, ben il y a plein d'autres façons de le faire. Puis je t'écoute parler, puis moi, j'ai un peu vécu ça. Il y a eu plein de défis virtuels. Puis moi, j'avais une saison d'ultra à côté. Là, une course aux 2 semaines, tout l'été. Puis quand c'est tombé, j'ai juste vu qu'il y avait plein d'événements virtuels. Tu essaies des affaires. Moi, j'ai jamais été attiré par des courses de durée de temps, d'avoir une durée fixe, de faire plus de kilomètres pendant ce que tu as fait beaucoup. Puis j'en ai fait une comme ça pour le fun. Je me suis dit, il y a ça qui existe, puis c'est virtuel. C'est sur Ultra Sign Up. Tu t'inscris, tu le fais quand tu veux, entre telle date et telle date. Puis finalement, j'ai pris goût à ça. Je me suis dit, OK, c'est un autre trip complètement. La distance est différente pour tout le monde. C'est le temps qui est le même. C'est l'inverse des courses habituelles, les courses classiques, disons. Fait que, ça permet de découvrir des choses puis d'essayer des patentes. Je pense que tu as fait aussi il y a beaucoup de coureurs qui ont fait la course de Laz qui était juste de traverser le Tennessee. Ben juste, je le dis parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'était le Tennessee fait 1000 km de large, traversez-le. Chacun de votre bord dans vos villes respectives. Puis tu l'as fait, je pense, en 60 quelques jours? 73. Là-dedans, je n'avais pas couru pendant 12 jours là, suite à la première backyard que j'ai faite. Dans le fond, j'ai eu comme un claquage en arrière de la cuisse. Là, fait que, mettons, je voulais faire plus vite, mais à la limite, j'étais comme 73 ou 62 ou peu importe. Ça ne change pas grand-chose, 61, là, ça ne change rien. Mais honnêtement, j'ai aimé ça faire ça. J'aimais ça aller chaque jour sur le site, mettre mon numéro, mettre, je sais pas, 10 km, puis voir, hey, je suis rendue là sur la map. Je regardais même pas j'étais quel rang. Puis je pense que c'est comme 18 000 personnes qui ont quand même participé à ça. Puis il y a même une fille qui était justement sur l'équipe là, du backyard, Terry, qui a fait, je sais pas si elle a pas fait first, la première fois, l'aller, elle l'a fait en... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais j'ai envie de dire 11 jours. Ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, c'était comme, hey, c'était impressionnant. Puis, à la limite, j'aimais ça voir du monde de même, là, qui faisait des journées de 100 kilos pendant... c'est fou, hein? Je trouvais ça cool. Puis, il y en a plein qui ont fait des allers-retours, puis même un autre aller, puis, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, moi, j'avais une question de temps, puis, à un moment donné, c'est passé, là, la ligne est où, là? Mais, tu sais, ça motivait. Puis en même temps, sur Facebook, il y avait justement un groupe là, de ça. Fait que des fois, les gens, ils postaient des affaires, là, tous les serpents qu'ils voyaient. Là, mais bref, c'était différent. Mais tu sais, comme je dis, il faut apprendre on est un peu pris dans tout le même bateau présentement. Puis il faut aussi s'adapter là, à tout ça. Puis tu sais, toi, tu dis que tu as essayé des nouvelles choses. Ben moi, j'étais pour la première fois, j'ai dit, OK, là, il faut que je m'inscris à une course trail. Ah oui. Je m'avais inscrit à Bromont. OK. Fait que là, c'est sûr que, considérant que j'avais été pris pour l'équipe, je m'aurais sûrement retiré. Ben, je m'aurais retiré de Bromont, mais j'étais comme, OK, là, c'est le temps ou jamais. Là, on y va. Puis, tu sais, ça, c'était vraiment sortir de ma zone de confort. Tu étais inscrite à quelle distance? 160. Oh, OK, direct. Ouais. Tant que je ne veux pas savoir, on peut mal savoir cette journée-là dans quoi je me suis embarquée. Mais c'est sûr que j'avais fait de la trail pendant l'été là, quand même. Là, on est allé à Magog, fait que j'avais fait de la quand même. Okay. Je dis pas que j'étais top, mais je m'aurais débrouillée là, dans le sens que. Ou sinon, j'aurais vu finalement que c'était plus tough que je pensais. C'est ça qui est drôle, c'est que tu as un background que tu as fait beaucoup de courses de route. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'avais suivi le backyard, puis je vous avais suivi pendant que ça se passait, le backyard virtuel, l'événement mondial qu'on va parler plus tard. Puis je suivais ça, puis le moment donné, j'allais voir, tel, son nom ne me dit rien, je vais voir sur Google les courses. Puis les gens de course en trail, on connaît les gens de course en trail. Puis je suppose qu'entre gens d'événements d'ultra plus, je ne veux pas dire route, mais qui ne sont pas en montagne, vous connaissez. Puis là, je suis allé voir ton nom, je fais, je vais aller voir sur tel site. Là, j'arrive, il y a une course, je fais,
cette fille-là sort-tu comme de nulle part, puis elle surprend tout le monde? Mais non, ça se peut pas. Puis là, je suis allé sur Ultra Sign Up, puis je suis allé sur... Ouais, ça avait d'autres choses. J'ai fait plein de courses, puis tu sais, t'as un background gigantesque, puis my bad, avant cette course-là, je savais pas t'étais qui, mais quand je suis allé voir, j'ai fait... C'est une fille qui a fait Javelina John Dredd, qui est dans le monde de la trail, une course plus trail, mais encore là, c'est dans le désert de l'Arizona, puis c'est une course qui est assez plate. Justement, là... C'est flat, là, mais... Ouais. Ça s'est fait hier au moment où on enregistre cet Exact. épisode-ci. Puis, c'est une course qui a l'air complètement folle. J'y retournerai. Parce que les gens se déguisent, puis il y a un gros trip autour de cet événement-là. Juste pour en revenir à cette course-là, justement. C'est la première fois que j'ai réussi à passer le 100 000. OK. Puis je te dirais encore là, j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant cette course-là, mais on apprend. Là. C'est justement le monde qui sont déguisés. Puis il y a une station que le monde, ils boivent de l'alcool. Parce que justement, ils font la course de nuit qui dure, je pense qu'il y en a qui font une boucle qui est peut-être 32 km là, dans le fond. Fait que, ils prennent ça plus ou moins au sérieux. Là. Ils t'offrent des shooters, là, si tu veux, à cette station-là. Puis je me rappelle pas si je venais de passer cette station-là, c'était avant ou peu importe. Il y a un gars qui a mis un de ses serpents en plastique en plein milieu de la trail. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment peur. C'est la seule bébite, je pense. Je suis pas capable. J'ai juste figé. J'ai pas bougé. Puis là, t'as juste quelqu'un qui tasse, genre, bougez plus. Mais je te jure, le serpent avait... Peut-être que c'est parce que ça faisait trop de temps qu'on était là, puis que, je veux dire, on avait genre une perception là, un peu faussée là, par rapport à ce qui se passait. Ça avait tellement l'air réel. Puis j'ai dit, je ne vais pas mourir là, genre, mordu par un serpent en plein milieu de la course. Il me reste un tour, puis j'ai fini. Fait que bref, j'avais capoté, là, je me rappelle. Mais c'est ça, fait que le monde sont déguisés, la nuit, c'est festif. Fait que, tu sais, ça te fait penser à autre chose. Il y a du monde qui passe à côté de toi déguisé. Il y a des affaires là, assez surprenantes. Le monde, ils se prennent ça là, vraiment très au sérieux. Mais bref, c'est une belle course à faire. Oui, puis ça a l'air d'être un méchant trip parce que c'est une des courses que les frères Coury organisent en Arizona. Puis tu sais, ils ont plein d'événements. Puis c'est des gars qui sont très colorés. Tu sais, Jamel Coury fait des vidéos, des vlogs, puis il est tout le temps déguisé, il fait des niaiseries. Mais c'est une course hyper sérieuse. Tu sais, c'est une des courses les plus prestigieuses aux États-Unis. C'est une course de l'Ultra Trail World Tour. Il y a toujours un gros plateau d'élite. Mais tu vois les photos, puis hier, tu as Tim Tollefson qui gagne ça en 13h kick, puis qui court habillé comme n'importe quel coureur. Puis autour de lui, il y a une sorcière, puis un démon, puis une girafe, puis un dinosaure. Puis t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Exact. Il n'y a aucune autre course comme ça, ou en tout cas pas de ce que je connais, ou pas de ce standing-là. Fait que ça a l'air assez spécial comme événement. Oui, avec moi, dans le fond, je m'avais dit, mais peut-être qu'après, je vais voir là, si je fais un peu plus de trail. Mais c'est sûr que c'est pas, comme tu disais, là, c'est pas dans le bois. Là. C'est le désert de l'Arizona. Là. Exactement. Fait que tu dis avec d'autres facteurs dont il fait très chaud. Là, mm-hmm. Peut-être qu'éventuellement, parce que moi, je veux appliquer à Badwater. Là. Dans le fond, j'ai appliqué l'année passée. Ben, ils m'ont pas pris. Là. Puis, dans le fond, finalement, bien correct, parce que même eux qui ont été choisis, ils se sont rendus sur place. Puis, il y a eu des feux de forêt en Californie quelques jours avant. Puis, ça a été annulé comme la veille ou l'avant-veille. Là. Fait que t'imagines, là, considérant que c'était un cas de COVID, j'aurais été obligée de faire mettons, j'aurais vraiment voulu y aller, là, tout un processus pour y aller. Puis là, tu t'es rendu là-bas, puis tu te fais dire, tu peux plus. Puis là, il faut que tu reviennes faire 14 jours de quarantaine au Canada. Ouais, c'est ça, pour pas faire une course. Là. Pour rien, là, dans le fond. Fait que, bon, là, des fois, je dis, la vie fait bien les choses, là. Fait que bref. Tu avais l'ambition de faire le Badwater 135. Ceux qui sont moins familiers, c'est une course qui est complètement folle parce que c'est 135 000 et non kilomètres. Puis c'est en Californie, dans la vallée de la mort, dans la période la plus chaude de l'année. Fait que ça monte à quoi, 40-45 degrés à l'ombre? Là? Genre. Ouais. Il y a des années qui disent que les semelles des coureurs fondent sur la route, puis c'est pas une exagération. Ils disent que... Je lisais un livre de Scott Jurek qui l'a gagné 2 fois, puis il disait, tu sais, il y a des endroits où ils disent que la température au sol sur l'asphalte est à plus de 70 degrés, puis c'est complètement fou. Ils courent genre sur les lignes parce que c'est un peu moins pire que sur l'asphalte non coloré, là, dans le fond. Fait que, ouais, j'ai aucune espèce d'idée pourquoi ça me fascine, cette course-là. Mais, bon, je vais la faire, puis je déciderai après si ça me fascine encore. Fait que, ben, il faut qu'ils me prennent avant, là. Mais, tu sais, je présume qu'à chaque année, je veux dire, parce que c'est un CV, là, dans le fond, qu'on envoie. Ouais. Je présume, ben, c'est ça. À chaque année, le CV, il se garnit un peu, là. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, ils vont être tardés de voir mon nom, là. Dire, bon, OK, on va la laisser venir cette année, là. Mais je pense que c'est une course où les
les paramètres pour entrer, pour être choisi, sont un peu plus flexibles que des courses comme l'UTMB ou Western States, où c'est des paramètres très précis, c'est une pige ou peu importe. Là, je pense qu'il y a une partie qui est CV, comme tu dis, puis j'avais lu que les gens qui ont été bénévoles à ces courses-là, qui sont allés faire le crew ou qui ont pacé d'autres coureurs, ça aide, je pense, c'est ça? Ça l'aide. Ou sinon, ils te demandent au préalable d'avoir fait 300 000 dans ta vie. C'est sûr que si tu as réussi à en faire un dans des conditions, là, c'est comme un peu plus qui ressemble à, c'est pas au pôle Nord, là. Mm-hmm. Je pense que toi, Javelina aide pour ça. Oui, mais c'est peut-être la seule parce que, je veux dire, toutes les autres, c'était pas des conditions, il faisait chaud, mais rien qui ressemble à ça. Aussi, de l'autre côté, j'avais rien beaucoup. J'avais fait le petit train du Nord qui était 212 kilos, mais encore là, c'était pas une course, c'était vraiment un défi. Fait que là, c'est sûr qu'en ayant fait là, justement au backyard 288, je pense, 0.5, ben là, peut-être que ça m'aide là, justement, vu que ça dépasse, dans le fond, le nombre de kilomètres là, sur la course, là, qui est 135, c'est quoi, 217 kilos? Ouais. Fait que peut-être que ça l'aide un peu, mais encore là. À suivre. À suivre. Fait que parlons de cette course Backyard Ultra. Pour ceux qui connaissent un peu moins le format Backyard, qui est quelque chose qui a été inventé par Lazarus Lake, ceux qui connaissent les Barkley Marathon, que vous ayez vu le documentaire sur Netflix ou le documentaire sur Gary Robbins, c'est probablement la course de trail la plus difficile à compléter au monde. Puis le personnage qui l'organise, je pense qu'il est aussi coloré que sa course. Puis en 2012, il a lancé une deuxième série de courses au Tennessee qui s'appelle les Backyard Ultra. Parle-moi un peu de ce concept-là de course Backyard qui gagne en popularité. Il y en avait même 2 cette année qui étaient prévus au Québec. Dans le fond, c'est 6,7 km. Puis le but, c'est que ça recommence à toutes les heures. Fait que dans le fond, 3 minutes avant le départ, tu as une cloche qui t'indique qu'il reste 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, il faut que tu sois là, dans le fond, dans le corail là, qu'ils appellent. Puis en arrière de la ligne, puis quand ça part, il faut que tu partes. Tu ne peux pas être en retard, c'est tout le temps à la même heure, on recommence. Tu peux gérer ton 6,7 km comme tu veux. Il y en a qui vont courir plus vite, ils vont vouloir dormir. Il y en a qui vont prendre plus de temps pour, peu importe, changer de souliers, changer. Ou il y en a qui vont dire, OK, non, moi, je préfère intégrer beaucoup plus de marche, moins de temps de repos. Bref, toutes les stratégies sont bonnes, là. C'est libre à chacun. Généralement, pour y aller justement à Laz, c'est sur invitation, dans le sens qu'il faut que tu aies gagné une course en plus que 32 heures. Dans le sens que, puis ça te donne un golden ticket. Fait que si tu gagnes avec 28 tours, tu peux pas y aller. Okay. Mais au moins 32, peut-être 32 heures, justement pour avoir un certain calibre là, qui est là. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas une course que c'est toi qui décides, OK, moi, je veux faire ça pendant, comme j'ai fait, 43 heures, puis c'est comme ça. Ça te prend une assise. Fait que la deuxième personne est aussi importante. Ça t'en prend au moins une autre personne. Parce qu'une fois que l'avant-dernière personne débarque, ben le gagnant peut juste faire un tour de plus. Pas besoin de continuer. Ben, tu peux pas. Tu peux tout simplement pas. Ça, je savais pas cette subtilité-là. Il faut que tu sois capable de... C'est d'où que des fois, puis... comme par rapport à des histoires qu'on entend, il y a des fois, il en reste juste 2, puis il y en a un qui est comme à moitié mort, puis il va juste dire, hey, gars, je vais juste t'aider à 30 à 32. Fait qu'il y en a un qui va comme juste pousser l'autre, justement, pour qu'au moins l'autre puisse faire son 32 pour justement avoir son ticket pour aller à Laz, là, dans le fond, la vraie. Considérant que, moi, cette année, je m'avais inscrit justement à la Big Wolf, qui était initialement à Rivière-du-Loup. Je pense que ça l'a changé un peu, mais dans le fond, c'était dans ce coin-là. Et initialement, c'était au mois de juillet. Puis là, avec tout ce qui se passe, ça a été repoussé au mois de septembre. Puis la semaine, je pense le lundi, ça a été annulé. Là. Puis la course était le samedi. Fait que, bon, c'est la version là, au Québec. Fait qu'on espère qu'elle aura lieu là, fait que l'année prochaine. Puis pas longtemps avant ça, moi, j'ai été approchée justement par le directeur de course qui formait, dans le fond, l'équipe là, au Canada, qui avait le mandat, dans le fond, de regrouper 15 coureurs qui avaient le plus de potentiel de se rendre le plus loin possible. Mais au-delà de ça, ils voulaient du monde qui vont aider les gens à se pousser parce qu'au-delà de juste, tu peux pas arriver là et dire que moi, je vais être le meilleur, c'est moi qui vais gagner. Non, il faut que tu pousses les autres.
parce qu'on est aussi une équipe, tu sais. Le but, tu sais, on a fini 3e. Je pense que c'est nous qui a eu le plus longtemps 15 coureurs qui couraient. Il y en a qui ont eu soit un qui ne s'est jamais présenté. Je pense que les États-Unis sont partis avec -1 parce qu'il était blessé puis il est débarqué la veille. Fait que déjà là, c'est tous des trucs qui... Fait que dans le fond, le Big's Backyard qui a toujours lieu en octobre au Tennessee, puis ça s'appelle le Backyard Ultra parce que ça a littéralement lieu dans la backyard de Laz, dans sa cour arrière. Et ça a été annulé à cause de la COVID, l'édition en vrai au Tennessee, mais là, il a comme viré ça en compétition mondiale, si je comprends bien. Vous étiez une quinzaine de pays, c'est ça? 21. 21 pays, OK, c'est ça. Exactement. Qui avaient chacun 15 coureurs maximum. Fait que tout le monde avait avantage d'avoir au moins ces 15 coureurs. C'est ça, quand ils m'ont appelé, j'ai dit OK, j'étais un peu inquiète avec voyager. C'était quand même à Kelowna, là, fait que ça m'impliquait quand même de traverser le Canada au complet pour y aller. Puis finalement, il y a comme... J'ai pas eu vraiment de mesures comme par rapport à voyager au Canada. Eux, ils n'ont presque pas de cas. J'ai dit, regarde, je vais faire le test juste avant de partir, juste pour arriver puis dire, hey, peut-être que j'expose tout le monde à ça. C'est comme une histoire un peu plate, ça. Elle gagne, mais elle expose. C'est ça. Je niaise, là. Elle retourne la COVID dans l'Ouest canadien. On veut moins ça. Exact. Fait que finalement, à ce niveau-là, ça a super bien été. Mais là, c'est sûr que moi, je partais avec une valise, puis, en regardant la météo, il annonçait plus ou moins 10. Je me suis dit, les nuits vont être peut-être un peu plus froides. Mais je me rappelle, là, j'étais debout sur ma valise, essayer de amener le plus d'affaires possible. Là-bas, j'étais allée faire une épicerie parce qu'on ne pouvait pas avoir des tables communes là, de trucs. Fait que bon, regarde, j'ai amené le plus d'affaires que je pouvais, sans inciter. Des fois, tu oublies tout le temps quelque chose. Là. Combien de paires de souliers je peux amener aussi, tu sais. Puis on avait droit à chacun à un coup, mais c'était pas évident d'amener quelqu'un non plus là-bas. Il n'y a pas tout le monde qui peut partir 5 jours. Nous, c'était compliqué au niveau des enfants et tout. Fait que je suis allée tout seule. Mais j'ai fait bien des courses tout seul. Tout le monde me dit à chaque fois, tout seul, moi, je serais pas capable. Ça me dérange pas. Je pense que pour être capable de faire ces courses-là, qui te demandent d'être tellement autant en préparation que pendant la course, seul avec toi-même, si tu n'es pas capable de partir 5 jours tout seul, ça reste d'être plus... c'est sûr que l'idéal, j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait aidé, mais bref, ça ne marchait pas, puis j'étais bien correcte avec ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, on était les 15 coureurs, ça partait partout dans le monde en même temps. Nous, là-bas, ça représentait 5 heures du matin, fait que c'était 8 heures ici. Fait que pour l'As, c'était quoi, 7 heures, je pense? Ouais. Fait que c'est sûr qu'en Europe, eux, commençaient de nuit. Est-ce que finalement, ça l'aidait? Moi, j'aurais mieux commencé de nuit, peut-être. Tu as déjà comme fait un bout. Mais bref, je pense que tout le monde avait, peu importe l'heure, ses défis. Fait que c'est ça qui était aussi intéressant. Nous, on a eu de la pluie toute la première nuit. Toute la nuit. Mais tu sais, quand je te dis, là, genre de déluge pendant 12 heures. Puis c'est horrible. Froid. Fait que, à un moment donné, j'étais comme à court de vêtements. J'étais vraiment chanceuse qu'il y avait la mère d'un coureur qui, je pense qu'elle me trouvait drôle. Elle m'a dit, tu vas être ma fille pendant la course. J'ai dit, parfait. Mais tu sais, son fils a quand même débarqué à 32 heures. Puis je me rappelle, le mari, dans le fond, il pactait ses affaires. Puis il dit, t'en vas où, toi? Elle dit, moi, je bouge pas d'ici, en anglais. Là. Fait que finalement, il restait avec moi tout le long. Puis après, j'ai eu des comebacks. Le monde, il me disait, hey, c'est drôle parce que entre chaque tour, elle demandait à plein de monde, hey, c'est quoi qu'elle aurait besoin? Elle essayait vraiment de comme s'assurer que je manquais de rien. Puis en vrai, dans le fond, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'était un peu le tough love, là, dans le sens que je me rappelle, après 37, 38, j'étais tannée. Dans le sens que moi, j'étais tellement partie avec un mindset de juste aider l'équipe qu'à un moment donné, j'ai juste dit, j'ai fait ma job, là. Genre, ça va. J'avais pas l'idée que, hey, je pourrais peut-être gagner aussi, genre, au Canada, là. Fait que là, c'est elle qui a comme fait, hey, non, tu peux gagner, là. Puis ça m'a comme un peu fait, hey, c'est vrai, là, rendu là, il reste quoi, 4 coureurs, là? Pourquoi pas essayer au moins, là? Parce que dans le sens que j'étais encore capable de courir, j'étais comme... J'ai eu quelques tours comme très limites, là, dans le sens que je pense que 65 secondes, il y en a un qui restait. Mais encore là, je le savais, dans le sens que comme... Je savais que j'arrivais flush, j'avais pas vraiment besoin de rien d'autre. Je suis repartie avec un Gatorade, puis
merci, là, dans le sens que j'avais pas besoin de m'asseoir, j'avais pas besoin de rien. Fait que c'était correct. Puis, dans le fond, ça a continué comme ça. Puis, dans le fond, à 42, non, à partir de 40, on était 2. Puis, à un moment donné, pour le 43e, je me retourne, je suis comme, il est où? Puis, il s'est jamais présenté à la ligne de départ. Fait que là, ils m'ont juste dit, ben, t'as gagné, fais le dernier tour, puis c'est fini, tu sais. C'est ça, pour gagner cette course-là, il faut terminer le dernier tour seul. Mais j'étais comme un peu triste. J'aurais aimé ça y parler et dire, regarde, il est genre 1h du matin, là, on peut-tu faire encore, au moins se rendre à 2 jours, 48 heures, parce que c'est comme, tant qu'être rendu là, dire, hey, j'ai couru pendant 2 jours, là. C'est comme... T'avais aucun bobo à ce moment-là? Donc, j'en ai même pas eu rien, là. C'est fou, là. On parle de 43 tours, 43 heures d'effort, mais c'est 288 km. C'est fou. Tu n'avais qu'une fatigue, je suppose, physique et mentale, mais pas de bobo qui se prennent. Fait que si tu avais eu quelqu'un, je comprends que pour gagner, je veux dire, tu ne vas pas faire des tours pour le fun quand une fois que le 2 est abandonné, tu fais ton tour et après ça, tu vas aller te coucher. Mais si tu avais eu un compétiteur qui t'avait suivi là-dedans, qui s'était dit qu'on se rend jusqu'à demain matin et tout, toi, tu sens que tu aurais pu continuer? Ben oui. Puis comme pas mal plus que juste... Parce que là, après ça, je ne veux pas qu'est-ce qui se passe. C'est la partie la plus dure. Parce que là, on était en plein milieu de la 2e nuit. Ouais. Il fait noir, t'hallucines, t'es fatigué. Et tu sais, il courait pas vraiment avec moi. T'sais, on aurait pu faire une couple de tours ensemble. Tu sais, tant qu'à dire n'importe quoi, on va se raconter n'importe quoi ensemble. Oui. Puis, tu sais, justement pour passer. Puis là, après ça, ben, le soleil, il se lève. Tu sais, oui, tu es encore aussi fatigué, mais ça change un peu. Ça te redonne un genre de deuxième OK, c'est le jour. Là, tu vois clair. Tu reprends un peu d'énergie, veux pas. Là, c'est normal. Là. N'importe qui a déjà couru une nuit, c'est que quand le soleil se lève, c'est comme un autre game. Oui, ça change beaucoup dans la vie. Les gens aiment faire des hikes, aller voir des levées du soleil parce que c'est le frais, que c'est beau et c'est le fun, mais je pense que quand ça fait 12 heures, 24 heures, peu importe la durée que tu fais, un lever de jour, quand tu es dans le creux toute la nuit, que ta frontale, quand tu fermes ta frontale, puis il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment... tu reviens de faire un petit reset, puis c'est ça qui arrive dans un ultra, c'est que les gens en marathon parlent souvent du mur au 30, 32e kilo, mais en ultra, dans ces longues distances-là, c'est Anne Trayson, la coureuse qui a gagné Western States 14 fois, qui disait un ultra, c'est comme une vie. Tu as plein de hauts et tu as plein de bas, puis tu apprends à te relever à travers ça. Puis un ultra qui soit un 24 heures, 36 heures, peu importe, cette durée-là, c'est comme une vie. Tu as un début, tu as un milieu, tu as une fin, puis tu as vraiment beaucoup de hauts et de bas. Puis à un moment donné, c'est les autres autour de toi qui t'aident à te remonter. Puis je pense que même la motivation interne, c'est dans la tête que ça se passe. Puis comme dans la vie, dans un creux, tu as 2 options. Tu peux abandonner ou tu peux aussi te botter le cul et dire, ben regarde, je vais ressortir de ce creux-là, puis on vit comme une vie, mais à échelle beaucoup plus rapide, puis il y a ces cycles-là qui se passent. Mais c'est intéressant ce que tu expliques par rapport... parce que, tu sais, le backyard ultra, moi, je le suis quand ça arrive. Je n'ai jamais... Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y a une espèce... Tu sais, c'est un peu sado de faire ça parce que ce soit une course avec un temps précis, une course 24 heures, faites le plus de kilomètres, ou une course... quand tu finis. Exact. Tu sais, tu peux te figurer, OK, j'étais à la moitié du parcours, j'étais à la fin du parcours. J'étais aux 2/3, des fois on calcule comme ça. Là, un backyard, c'est une course où tu commences, mais tu ne sais pas quand tu vas finir. Puis ça peut durer très, très, très longtemps. Puis lors de l'épreuve du mois d'octobre cette année, le record ever du backyard a été battu par le Belge Karel Sabé, qui a fait 502 km, qui a couru pendant plus de 3 jours. 75 heures, exact. Ça n'a aucun sens, mais... Exact. Mais je trouve ça intéressant parce que d'habitude, le backyard, ça se passe au Tennessee. C'est tout le monde un peu un contre l'autre. Puis comme tu dis, oui, il y a ces petites alliances-là qui peuvent se faire entre le deuxième et le premier quand il en reste 2. De OK, je vais t'amener jusqu'à demain matin. Puis il y a cette collaboration-là, mais ça reste une compétition individuelle où c'est un peu malsain parce que c'est les autres et toi qui se décident jusqu'où on s'en va. Puis tu sais, il y a des courses qui peuvent durer 20 heures où il reste seulement 2 coureurs. Puis à chaque fois, ils finissent leur tour, s'en vont se ravitailler, en reviennent à la ligne de départ. Fist bump, puis on repart. Puis c'est ça qui est arrivé avec Courtney Dauwalter aux États-Unis. Ils ont été longtemps seulement 2. Puis je pense que le dernier avait débarqué... Le troisième a débarqué à 54, je pense. Fait qu'ils ont fait un genre de bon 15 heures, juste les deux. C'est ça. Fait que ça devient malsain parce que tu es content de le faire avec l'autre. Puis en plus, Courtney Dauwalter, j'oublie le nom du gars avec qui il était, mais ils ont été pacers l'un pour l'autre dans la vie. Fait que c'est des gens qui se connaissent, qui sont sortis l'un l'autre du creux. Là, tu es un contre l'autre, mais un avec l'autre parce qu'il y a tout l'aspect international de compétition. C'est que c'est une course virtuelle parce que chaque pays
et un contre l'autre, il y a un classement final, mais il y a aussi chaque backyard dans chaque pays, il n'est pas virtuel. J'étais 15 coureurs au Canada, à Kelowna, puis il y a une gagnante dans ce cas-ci qui est toi. Puis aux États-Unis, c'est Courtney Dauwalter, puis en Belgique, c'est Karel Sabé et tout ça. Fait que je trouve ça le fun que le backyard a comme explosé, puis c'est plus juste une compétition malsaine entre les gens qui participent à l'événement, c'est malsain tout le monde ensemble. Malsain, puis c'est pas péjoratif, c'est juste parce que c'est complètement fou. Ce principe-là de début, milieu, mais tu sais pas quand c'est la fin. T'sais. Mais tu sais, c'est aussi un peu comme je pense que Laz avait dit qu'il écrit le monde qui ne suit pas, c'est vraiment une personne à suivre, il écrit super bien, puis ses posts sont tout le temps comme un peu matière à réflexion aussi. Il avait écrit First, c'est une course, First, c'est comme un peu une game de poker aussi. Tu peux pas vraiment dire ça va pas. T'sais. Là, vu que c'était un peu un format équipe, oui, parce que tu pouvais peut-être compter sur les autres pour t'aider, mais moi, si j'étais au Tennessee et ça irait pas, là, je pense que je l'aurais jamais dit à personne. Tant que les autres, je pense que tu vas continuer à courir tant et aussi longtemps que tu sais que tu penses que tu peux gagner. Le jour que tu cesses, pas le jour, peut-être, oui, mais le moment que tu cesses de penser que tu as des chances de gagner, tu vas arrêter. Tu vas dire que j'en fasse 37 ou 52, ça change quoi? Puis c'est un peu ça, qui démotive le monde, parce que souvent, après, tu leur parles, puis ils disent « Ah, j'aurais peut-être pu faire une coupe de tours de plus. » D'où un peu la phrase « one more loop » ou « one more lap ». Tu peux toujours encore en faire. À moins que tu sois vraiment blessé, là, tu peux encore en faire un autre. Tu sais, j'ai le nombre de fois que je dis « OK, c'est le dernier, je t'en ai. » J'ai fini en faire comme jusqu'à temps que finalement, j'aurais peut-être pu continuer encore, là. Tu sais, effectivement, c'est spécial comme compétition. Puis d'où pourquoi j'aimerais vraiment ça la faire, moi, dans la backyard à Laz. Puis justement, courir contre Courtney, justement, pas parce que, selon moi, c'est une athlète incroyable, puis je me rendrais pas à ça, mais de voir jusqu'à combien de temps que je peux y croire, ça aussi, c'est intéressant aussi, tu sais. Oui, puis je pense que c'est des courses qui sont tellement longues, un peu comme les longs ultras, que tout peut arriver. Puis, je veux dire, cette journée-là, les autres compétiteurs peuvent avoir une mauvaise journée, puis toi, tu peux en avoir une bonne. T'sais. Maggie a débarqué à 40 heures, puis j'étais comme, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Je dis ça, mais je devrais pas dire ça. J'étais comme contente. Je dis, une fois dans ma vie, j'ai battu Maggie. Non, mais tu te compares comme ça, puis c'est intéressant parce que, je veux dire, à un autre niveau, à un moment donné, il y a une année que Timothy Olsen, qui est un coureur d'ultra hallucinant aux États-Unis, il fait hard rock, puis ça va pas, puis le gars fait ce que bien des coureurs élites, des fois, font pas, c'est-à-dire finir, no matter what, au lieu de dropper parce que je peux plus gagner, je m'en vais. Non, il l'a fini, puis il a fini son hard rock en 34-38 heures, puis tu te dis, il est mid-pack, puis il y a des gens cette journée-là qui ont fini devant, qui sont des mid-packers, qui courent pas vite. Je suis sûr qu'il était super heureux. C'est ça, puis je trouve que c'est épique comme finale, puis de se dire, une mauvaise journée, je peux battre ce gars-là, ou en tout cas, tu te compares, tu te dis, une bonne journée, il torche tout le monde, mais une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, bien, il a continué, puis il a mordu dans la serviette, il a dit, bon, j'y retourne, puis il a fini sa course dans un temps. Fait que, tu sais, comme tu dis, juste de se rendre peut-être à la compétition au Tennessee, puis le faire, puis être autour de ces gens-là qui t'inspirent probablement, puis te dire, là, je peux les tenir longtemps, puis quand ça va pas, j'arrête, mais d'essayer de. Des fois, tu peux être surpris. Moi, j'ai été surpris aussi, là. Je pensais pas gagner. J'allais là, pour vrai, aider le Canada, puis je m'avais dit, regarde, je peux faire 35 tours au pire, c'est 35 points, puis je vais être bien correct avec ça. Puis, regarde, finalement, j'en avais plus que je pensais. Non, c'est ça. Je pense que, puis tu sais, à chaque fois, c'est seulement 6,7 km. Je pense que si tu vas peut-être boucle par boucle. C'est ça. Je découpais ça, puis je me faisais comme un peu, tantôt, tu disais, c'était un peu une course comme un peu comme la vie. Ben moi, je me faisais j'ai pas eu vraiment de ma baba. Moi, avant, là, une course, là, je suis très préparée psychologiquement. C'est dans le sens que la course, là, je l'avais visualisée, je ne sais pas combien de temps, de fois. Je savais que c'était 6,7. Je savais les cloches. N'importe quoi, j'étais très, très... OK, s'il fait froid, c'est temps. J'étais tellement prête psychologiquement à comme un peu n'importe quoi que c'était comme... La journée, c'était juste, OK, ça peut juste commencer, je suis prête. Fait que, j'ai pas eu de moment, très...
très bas. Là. Dans le fond, des fois, ça marchait pas, ou il y a des affaires, des problèmes un peu. À la limite, je trouvais ça drôle. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme j'ai mis des sacs de poubelle dans mes souliers parce qu'ils étaient tout mouillés. Mais tu sais, j'aurais pu genre dire que non, moi j'arrête, mes pieds sont mouillés, ça va faire des ampoules. Puis pour le moment, j'ai pas d'ampoule. J'ai emprunté des paires de bas à quelqu'un. Je me suis trouvé des sacs de poubelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, il pleut, là. Je peux pas faire une solution miracle. Là. J'ai mis de la vaseline en masse. J'ai pas eu d'ampoule. En plus, tu sais, il faisait super froid. Puis là, les toilettes étaient un peu dans le fond, le départ était dans un genre de parc. Fait qu'il y avait des toilettes un peu de parc, mais genre les toilettes étaient chauffées. Fait que des fois, j'allais aux toilettes, je restais comme 3-4 minutes. Il faisait chaud. Mais tu sais, je finis par comme. OK, puis moi, à chaque tour, j'étais comme OK, j'ai hâte d'arriver aux toilettes. Je vais pouvoir aller aux toilettes pendant 4-5 minutes. La motivation. C'est ça. Fait que tu trouves des petites affaires. C'était un peu comme la nuit. OK, là, il pleuvait. J'ai dit OK, c'est pas grave qu'il pleuve, mais là, dans une couple d'heures, c'est sûr que le soleil se lève. Ça change aussi. La frontale, elle va prendre le bord. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, OK, celle-là, j'ai pas la frontale. Tu sais, toutes ces petites, je pense qu'il faut que tu te fasses des petites victoires au travers de ça, ou sinon, c'est insoutenable. Surtout dans une course comme ça, dans une formule que c'est très mental, first, là, très, très. Puis, justement, tu sais pas la fin. Tu sais, des fois, quand tu me dis je fais un 100 km ou un 160, je suis comme, bah, OK, bon, il en reste 20. Tu es capable de gérer un peu. Tu peux figurer juste calculer en pourcentage. J'en ai la moitié de fait. Peu importe c'est quoi la course, peu importe si ça va bien, si c'est en avant comme prévu, si ça va moins bien, tu restes que la distance, c'est quoi que tu peux pas changer. C'est là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est fini, c'est fini. Voilà, tu sais. Ouais. Là, ça peut ne jamais terminer. Puis ça peut être long, tu sais, c'est ça. C'est bon que tu disais que c'est mental parce que, tu sais, je pense qu'en ultra, pour bien des gens, puis pour n'importe quel type d'événement, rendu sur place pendant la course, le mental est plus important que le physique. Le physique, tu le prépares pendant des mois, des années d'entraînement, mais rendu le jour J, le physique, c'est une chose, mais c'est le mindset dans lequel tu te mets, puis le mental. Puis j'ai l'impression que les backyard ultra, c'est une grosse coche en avant de n'importe quel autre ultra, parce que là, c'est seulement une game mentale, jusqu'à ce que tu te blesses, puis là, tu arrêtes pour des raisons évidentes. Si mais tu ne te blesses pas, blessé, c'est juste mental. Là. C'est que mental. Je pense que passer, je suppose, là, tu peux me le dire, passer 150, 200, 250 kilos, 6,7 de plus ou de moins, ça fait plus de différence, je suppose, sur la douleur que tes quads puis que tes jambes ont. C'est la game mentale, c'est le mindset dans lequel tu te mets. Puis tu disais que, tu sais, puis... vous avez l'occasion d'aller écouter aussi le podcast de François Jarry. Tu racontes ta course, puis tu disais à quel point tu riais, puis tu avais du fun, puis chaque problème, tu le prenais avec le sourire en riant, puis c'était plus des problèmes, tes bas mouillés, puis... Non, c'était drôle. Hey, je sais pas si tu l'avais dit, ou on avait même trouvé des napkins, parce que tu sais, veux pas, nous les femmes, on a des brassières de sport, puis ça reste humide, là, veux pas, tu peux pas changer ça de même. Je veux dire, j'allais aux toilettes, c'était compliqué. Puis à un moment donné, j'en avais plus non plus de sec. On a trouvé des napkins, le style des napkins qui te donnent, là, comme je pense que c'était suite à la commande de mon déjeuner du McDo. Là. J'avais plein de napkins, j'avais mis ça partout en avant, partout en arrière. Fait que j'avais plus, genre, l'humidité directement sur la peau. J'avais mis des hot shots dans mes gants. À un moment donné, tu trouves une solution. Là. J'ai mangé, je pense, je sais pas combien de gaufres, là, des espèces de gaufres déjà toutes faites, là, que je pense que j'achèterais jamais ça dans la vie. Là. C'est dans le coin des gâteaux muffins, là, genre. Je pense qu'il y avait 300 calories par gaufre. Là. Fait que, je mangeais ça comme ça, puis tu trouves des trucs là, qui, dans le fond, qui marchent. Là, c'est comme des fois, le monde il me demande c'est quoi il faut que je mange. Ben, je pense qu'il faut que tu l'essayes, puis que chacun est comme vraiment différent par rapport à ça, mais je pense que qu'est-ce que le monde il sous-estime. Puis, tu vois ça aussi même dans des courses plus courtes. C'est pas normal que tu arrives à une course, puis déjà à 32 sur un marathon, tu te dis c'est sûr, je frappe le mur, c'est sûr, puis le monde l'attend quasiment. Non. Prépare-toi à l'avance pour te dire que ça n'arrivera pas. C'est sûr que si dans ta tête, tu penses que ça va arriver, tu vas même attendre que le 32 arrive, justement pour que, parce que tu te l'as tellement dit avant. Fait que c'est un peu le même principe. Là. C'est sûr que c'est comme j'ai extrapolé, là, mais je pense que pour n'importe quoi, je parle pas juste de course, là, tu as une certaine... le mindset, c'est tout, là. Mais tu as une certaine préparation aussi à ce niveau-là là, à faire, là, qui est quand même très importante. Là. Fait que tu parles que tantôt, tu avais visualisé le parcours, tu avais visualisé le 6,7 km.
comment on se prépare pour ça, physiquement? Je suppose que c'est une préparation de volume et tout ça, mais je veux vraiment plus parler de l'aspect mental, comment on prépare ça en vue d'une course comme ça, puis comment tu te mets dans ce mindset-là, puis tu le déclenches un peu, ce mode-là, parce que tu l'as dit, si tu anticipes un mur au 32e kilomètre, il va arriver, mais si tu anticipes, tu dis aujourd'hui, tu as un marathon parfait, puis je n'aurai pas de mur, bien, déjà, tu te mets dans une situation où peut-être que tu vas en avoir un, mais peut-être que tu n'auras pas aussi. Si tu l'anticipes, puis j'aimais ça quand tu parlais à l'autre émission, à l'autre podcast, que tu as été longtemps dans ton mindset de passer 120 km, c'est un mur trop grand pour moi, puis tu as abandonné tes 2 premiers 160 km parce qu'au 120e, tu as fait c'est là que je me suis blessé la dernière fois, fait que c'était un mur. Exact. Là, si tu ne l'anticipes pas, fait que, on n'est pas obligé de revenir sur ces courses-là, plus que je veux comprendre ton mindset, comment te préparer mentalement. C'est pour ça que je me suis dit, hey, c'est pas normal que je suis super prête physiquement, parce que de fois en fois, je me préparais encore plus, parce que je me dis, hey, à 120, justement, ça ne marchera pas. Mais que ça arrivait pareil. Fait que je me suis dit, hey, il y a quelque chose que je fais pas correct. Fait que j'ai comme commencé à lire un peu pas mal là-dessus, pour me rendre compte que dans le fond, c'est vraiment aussi important que ta préparation physique, parce que de l'autre bord, oui, là, on pense aussi que je ne cours pas 200 km semaine. Il y a des coureurs d'élite qui font du marathon puis ils courent plus ou moins la même chose que moi. Là. Fait que c'est pas vrai que ça faut que tu cours là, 40 km par jour pour pouvoir faire ce genre de défi-là. Mais c'est certain que si de l'autre côté, tu n'es pas, j'appelle ça être tough mental, là, ça ne marchera pas. Puis n'importe qui a déjà fait un ultra, au fil en aiguille aussi que tu en fais, tu apprends. Puis je pense que ton mental aussi, là, ça se travaille. Tu n'es pas, je suis pas née du jour au lendemain puis dire OK, ben moi, je suis juste tough mental, là, puis c'est comme ça. Là. Fait que, justement, c'est ça, comme il y a je fais beaucoup de. Quand je vais courir, justement, en préparation à ça, je fais quand même je visualise cette course-là ou le défi que je vais faire. Puis, je l'ai tellement vu de fois dans ma tête qu'il aurait pu neiger, il aurait pu pleuvoir, c'était correct. Puis, je suis arrivée là, puis j'étais comme très zen et très calme par rapport à la situation, malgré que j'étais tout seul, j'avais pas nécessairement un coup. Il fallait que je fasse mon épicerie la veille là-bas. Je savais même pas où j'allais aller. Je me rappelais, je googlais, OK, épicerie dans le coin. Fait que, j'arrivais là, puis je savais que je faisais abstraction à toutes les affaires externes, puis je me concentrais juste sur qu'est-ce que j'avais à faire. Okay, tu cours 6,7, un tour à la fois, c'est tout. Il n'y avait pas de, OK, mais si, ça. Donc, là, c'est ça, tu as besoin de ça, on y va. Prochain tour, ça sera autre chose, on y va. Fait que, puis aussi, je pensais pas, OK, là, mes pieds sont mouillés, je vais avoir des ampoules. Non, là, j'ai pas d'ampoules, mes pieds sont mouillés, j'ai besoin des nouveaux bas. C'est ça. Fait que, c'était il n'y avait jamais rien de, comment dire, négatif. C'est l'électrique cause à effet. J'ai un problème X, je vais le régler en faisant Y. That's it. Puis est-ce que tu penses que l'absence de crew, tu disais tantôt que chacun des 15 coureurs avait son crew, son équipe et tout ça. Toi, tu arrives complètement minimaliste avec une valise, une paire d'espadrilles, puis c'est tout. Fait qu'on dirait que ça faisait quasiment remplir ton objectif ton mindset d'être focus seulement sur la course, le 6,7 à la fois. Là, tu arrivais puis tu n'avais pas. Puis, je veux dire, des crews, c'est le fun. Là, ça peut vraiment faire la différence à d'autres moments, mais j'ai l'impression que tu avais juste ça à penser, ta course, puis mettre un pied devant l'autre. Fait que, à force de t'entendre parler de ton mindset, j'ai l'impression que peut-être l'absence de crew t'a mis dans un mindset encore plus solo, puis tu pensais juste en résolution de problèmes, puis tu es demeuré optimiste là-dedans? Si je regarde, là, mais j'aurais à choisir mes top courses là, que ça a été, là, je te dirais que je suis allée tout seul. Fait que peut-être que ça fait du sens, dans le sens que des fois, je ne veux pas t'amener quelqu'un. Moi, j'aurais amené quelqu'un au BC. C'est sûr que j'aurais été un peu préoccupée. OK, est-ce que c'est plate? Est-ce que cette personne-là s'emmerde? As-tu besoin de quelque chose? Là, je sais que je cours 43 heures. C'est long. Là, cette personne n'a pas dormi. Là, c'était juste moi-même. Il n'y avait pas... C'est un peu égoïste, mais c'est ça. Je n'avais pas besoin de penser à quelqu'un d'autre. Fait que peut-être, oui, tu restes comme focusé sur comme OK, c'est ça que j'ai à faire. Puis peut-être que ça l'aide. Mais tu sais, il faut que comme je te disais au début, il faut que tu finis par apprendre
à bien te connaître. Là. Puis il faut que tu sois aussi capable d'être tout seul. Tu sais, moi, j'ai plein de monde que je connais qui, l'idée d'aller manger au restaurant tout seul, ils sont pas capables. Fait que, tu sais, puis c'est aussi par rapport à ce que notre société un peu nous dit, c'est mal vu d'aller au restaurant tout seul. Je suis comme, et moi, ça me dérange pas. J'ai aucun problème d'aller au restaurant tout seul, prendre le menu, puis comme, être seul avec moi-même. Fait que, tu sais, le monde ne sont pas capables, c'est une question à se poser, mais c'est comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être tout seul? C'est pas parce que j'ai pas d'amis, là. Tu sais, c'est juste, tu sais, je suis tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, puis justement, à tous ces moments-là, tout seul, ben c'est ça. C'est là que tu apprends à te connaître et tout. Puis peut-être que c'est ça qui a fait qu'éventuellement, ben, j'ai plus cette barrière-là du 120. Maintenant, je te dirais, j'en ai pas de barrière. Mais quand tu cours 288 km pendant une 43 heures, je pense que tu peux définitivement dire que la barrière du 120 est derrière toi puis que sky's the limit parce que je comprends que si ça avait bien été pour ton deuxième coureur, celui qui courait avec toi jusqu'à la fin, si vous aviez continué encore 5, 6, 7 heures, à défaut d'avoir une blessure, tu disais que ton mindset, toi, était toujours... Mon mindset était... Tu sais, c'est sûr que, comme j'ai dit, il y a eu une période à 37-38 qui est comme, j'étais plus tannée. Parce que, justement, moi, j'avais juste pensé, avant d'arriver là, je vais juste, tu sais, j'allais pour l'équipe, tu sais. J'allais pas là pour gagner. Fait que là, c'est comme, il a fallu que je fasse un déclic rapide, là, qui dit, OK, non, tu peux, là, c'est chacun pour soi, là, tu sais. T'as donné pour l'équipe, là, maintenant, t'as motivé tout le monde, puis t'as dit à tout le monde, ah ouais, viens faire un autre tour. Hey, le nombre de fois j'ai couru avec quelqu'un, let's go, viens, tu sais, faites ça tout le long. Là, tu sais, c'est comme plate, mais pense à toi. Ouais. C'est un peu ça. Aviez-vous un changement de parcours? Parce que le backyard officiel, l'original au Tennessee, c'est 12 heures sur route, 12 heures sur trail, mais assez plat. Mais là, vous êtes, c'est la même boucle. Toujours le même parcours. C'est sûr que c'était un peu difficile parce que, tu sais, avec tout ce qui se passe, nous, il a fallu comme louer aussi. Le parcours était loué et tout. Là, fait que, avoir 2 parcours, ça a été quand même compliqué. Je sais que la version là, au Tennessee, eux, ils ont fait, je pense, 13 heures de route, 11 heures de trail, quelque chose comme ça. Même pas le 12-12. C'est sûr que ça doit aider un peu à un moment donné. Là, tu fais pas toujours la même chose. C'est ça qui est comme... Tu te représentes toujours les mêmes sons. Honnêtement, là, je pense pendant 2 jours après, j'entendais encore ces sons-là qui sonnaient pour les 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, puis let's go, on part. Là. Fait que, tu sais, c'est tellement répétitif que, comme à un moment donné, je pense que juste changer la genre de routine qui s'installe au travers de ça, je pense que ça peut peut-être aider. Mais tu sais, je sais pas si tu as suivi un peu Moi, les Mexicains, je trouvais ça impressionnant. Là. Avec le genre de monde, là, Timex, quasiment avec un tape pour que ça colle. Je regardais des fois entre les tours, il n'y avait même pas l'air de manger ou boire tant que ça, puis il avait l'air à faire chaud. Il y en a qui avaient des espèces de robes là, qui allaient quasiment jusqu'aux pieds en sandales. Fait que, tu sais, je pense que chacun avait les défis de leur parcours. Là. Nous, il pleuvait. Je voyais qu'en Belgique aussi, eux, ils ont des règles sanitaires à cause de la COVID qui fait que de nuit, il y a un couvre-feu. Donc, de nuit, tu ne peux pas être à plus d'1 kilomètre de ton lieu de résidence. Fait que pour pallier à ça, les Belges qui ont gagné aussi, Karel Sabet a gagné overall, mais c'est aussi le pays qui a gagné la course. Eux, je pense que c'était une boucle d'1 kilomètre la nuit qui faisait répétitif. Mais quand tu dis que la game mentale est tough parce que c'est la même boucle de 6,7 dans le même sens tout le temps, eux, en plus, il y a eu cette portion-là qui était de faire du 1 kilomètre. C'est arrivé pendant. Ouais, c'est arrivé pendant, ça, je savais pas. Fait que je pense, à ce que j'ai compris, là, c'est même nous, à un moment donné, nous l'ont dit, hey, les Belges, il faut qu'ils changent de parcours. C'est pas planifié, là. Fait que c'est pas comme OK, on planifie un parcours de 1 kilomètre pour la nuit pendant le couvre-feu, puis de jour, on fait ça. Non. Pendant la course, ils se sont fait dire qu'il fallait qu'ils changent le. Fait que là, c'est comme OK, il faut trouver une solution 101, là, on peut pas arrêter ça là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. C'est ça aussi qui fait ce genre de projet-là là, que Laz a fait. C'est très intéressant aussi. Tout le monde a son histoire par rapport à chaque course satellite qui a eu lieu. Fait que, là, c'est de voir ce que l'année prochaine, il va refaire quelque chose qui ressemble à ça. Si on regarde, parce que là, les courses ont l'air encore à s'annuler pour l'année prochaine. Fait que peut-être qu'il va refaire un truc comme ça. Fait que moi, je suis toujours partante.
C'est intéressant que les courses de Laz qui sont ultra difficiles à faire, je veux dire, le Barclay Marathon, c'est super difficile juste de rentrer dans la course. Ouais. Le backyard, comme tu l'expliquais tantôt, c'est compliqué de rentrer. On dirait que 2020, l'année COVID, aura permis aux courses de Laz d'être démocratisées parce que tout le monde, comme tu dis, il y avait 18 000 personnes qui sont inscrites à la traversée du Tennessee, peu importe d'où tu le fais. Il y a eu d'autres backyard ultra. Il y en avait eu en virtuel. Il y en avait un au mois de juin qui avait été gagné par Mike Wardian. C'était Laz aussi qui commentait en continu. C'est ça, il commentait, là, mais c'était organisé justement par le directeur canadien là, C'est ça. Ouais, exact. Mais il était là, il était très impliqué quand même. Là. Exact. On dirait que son modèle de course, ça a comme explosé parce qu'il y a eu plein de gens qui ont fait des backyards virtuels cette année, qui ça leur a permis de l'essayer. Je voyais qu'il y a une gang de Québec qui l'avait fait, qui s'était rendu une vingtaine de tours. Fait que ça aura permis ça pour 2020 de démocratiser les courses de Laz qui sont d'habitude extrêmement difficiles à faire. Moi, qu'est-ce que je trouve le fun de cette formule-là, c'est, tu sais, un 100 kilos, tu sais, si t'es un nouveau coureur d'ultra, tu sais, si t'es pas nécessairement rapide, ça peut être tough un 100 kilos de même. Tandis que cette formule-là, t'as pas nécessairement besoin d'être ultra vite. T'as même pas besoin d'être vite. Faut juste que tu sois capable de pacer ton effort puis que tu as un bon mindset. Puis tu peux être quand même très surprenant là, sur ce genre de formule-là. Là. Puis finalement, ben, après 15 heures, tu fais « Hey, je viens de courir un 100 kilos. » tu sais. Puis ou même un 100 000 en 24 heures. Il y en a que c'est leur rêve. Mais là, ça te force tellement à le gérer d'une certaine façon que c'est peut-être plus approchable ou comme... pour monsieur, madame, tout le monde. Là, parce que il y en a plein là, que j'ai vu qui ont essayé ça, puis finalement, ont été surpris. Ou à l'inverse, je vais voir des coureurs expérimentés qui vont dire « OK, moi, je pense que je peux faire 48 tours ou peu importe le nombre. » là. Puis que je dis « Attends, c'est pas si simple que ça, tu sais. » Ben oui, puis je pense que plus les distances augmentent, plus c'est l'endurance puis c'est le mental, bien plus que les qualités physiques. Je pense que sur un 100 miles, c'est pas les mêmes gens qui performent, qui gagnent des marathons. Puis dans les 200 miles, tu le vois, moi j'aime suivre des coureurs de 200 miles qui sont des mid-packers bien réguliers sur des 100 miles, qui finissent 397e à l'UTMB, mais qui gagnent Moab 240 après. Puis tu as comme des niveaux différents. Puis je pense que dans le backyard, comme tu dis, les gens peuvent surprendre. Tu as peut-être causé la surprise pour bien des gens qui ne te voyaient pas gagner cette course-là. C'est peut-être même une surprise toi-même. Mais à d'autres niveaux, dans d'autres compétitions, mais je pense que c'est rendu là, c'est l'endurance puis le mental. Puis comme tu dis, 6,7 km à l'heure, c'est pas tant que ça. Mais après ça, si tu peux l'enchaîner 45 fois, là, c'est rendu beaucoup. C'est là que ça devient... Ça te pèse un 100 miles différent, ça te pèse un 200 miles de manière différente. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant de ces courses-là. Puis là, je dis ça, puis en même temps, je pense à Courtney Dauwalter qui fait juste torcher à tous ces niveaux-là, que ce soit les courses ultra, les 100 miles, les 200 miles. Mais bon, ça, c'est Courtney, c'est un autre game. Mais ça reste qu'ailleurs, dans les 200 miles qui se passent aux États-Unis ou les backyards, c'est pas les gens que tu t'attends nécessairement à ce qu'ils gagnent parce qu'il y a une game mentale. Puis rendu dans ces distances-là, c'est le fun aussi de voir la séparation homme-femme qui n'existe plus. Dans les 100 miles, c'est très, très rare que des femmes gagnent au scratch parce que c'est une distance qui, scientifiquement, c'est prouvé qu'encore là, les aptitudes génétiques masculines permettent de pousser un peu plus dans le 100 miles. C'est à partir de là, je pense qu'ils disent que ça commence à inverser, mais seulement à partir de là. Tu sais. Mais ça se met à s'inverser parce que je disais que scientifiquement, il y a une partie d'endurance aussi. Puis il y avait une étude scientifique, puis là, je ne pourrais pas la citer, je pourrais la retrouver pour supporter ce que je dis, mais j'avais vu que physiquement, la plupart des hommes ne pourraient pas survivre au bout d'un accouchement. Fait qu'il y a des aptitudes physiques, il y a une génétique qui est probablement plus de l'ordre de l'endurance que de la performance, qui fait que peut-être sur marathon, il n'y a aucune femme qui va faire ça en bas de 2 heures. Par contre, sur un 200 miles, les femmes gagnent autant que les hommes. Je pense que la seule raison pour il y a moins de femmes qui gagnent, c'est le nombre de coureuses. Tu sais, quand tu commences une course, puis tu as 12 femmes, 80 hommes, mais si tu regardes les temps des élites et tout ça, les temps des femmes, ça se compare. Puis il y a plein d'ultras où c'est des femmes qui gagnent au scratch rendues dans ces extrêmes distances-là. Puis le backer a prouvé ça aussi. Tu sais, Courtney a gagné aux États-Unis, toi, tu as gagné au Canada. Puis je pense que sur 21 pays, est-ce que tu as la stat? Il y a quand même plusieurs femmes qui ont gagné. 7. C'est quand même le tiers des backyards où c'est des femmes qui ont remporté. Exact. C'est quand même le fun. Ben, c'est très le fun. Ça fait des beaux modèles pour les femmes qui aspirent à ça. T'sais, on a des super beaux modèles dans tous les sports. Mais là, c'est un autre niveau. Une petite fille qui se met à s'intéresser à la course à pied,
il y a une belle couverture à tous les niveaux, mais c'est encore plus fou quand tu vois que dans certaines distances, dans certaines disciplines, c'est des femmes qui gagnent au scratch. Puis c'est beau ce que ça envoie aussi comme message. Puis c'est le fun de voir des Courtney, de voir toi. C'est impressionnant, puis c'est le fun à voir aller, je pense. C'est ça Moi, qu'est-ce que je trouve aussi intéressant justement par rapport à ça, c'est que si tu regardes même mettons, je prends le Québec, il y en a quand même plus qu'on pense de femmes qui ont des carrières, qui ont des enfants, puis qui réussissent, veut pas, à un peu combiner ça. Puis moi, ce que je trouve le bien là-dedans, c'est que ça donne une belle image pour nos enfants, justement, ou peu importe, là, les jeunes filles là, qui un peu, à un certain âge, je sais que si je cherche un peu, là, puis ça démontre juste que, regarde, tu es capable de plus que ce que tu penses. Souvent, tu es tellement restreint ou peut-être des fois la société fait que tu es comme un peu limité là, on pense d'une certaine façon puis que les femmes ne devraient pas faire ça ou que tu n'es pas capable. Mais non, tu es capable de pour plus que ce que tu penses. Puis ça, je pense que c'est n'importe qui. C'est drôle parce que l'on parle de petites filles. Je me rappelle, je pense que je devais être en 6e ou secondaire 1. J'écoutais G.I. Jane. Puis là, j'ai repensé à ça pas longtemps avant cette course-là. J'ai dit, dans le fond, là, ça fait longtemps que je veux faire des affaires de même un peu débiles. Puis je me rappelle, j'étais un peu, pas révoltée, mais je comprenais pas pourquoi qu'une femme pouvait pas. Ça fait longtemps que comme les femmes, ils veulent un peu se démarquer puis sont capables. Fait que, tu sais, je trouvais ça bien, puis je trouvais ça drôle de repenser que dans le fond, hey, j'ai déjà pensé à ça moi aussi il y a comme plus que 20 ans. Là, fait que... Ah, c'est fou. Puis, non, mais je pense que c'est ça, c'est que ta victoire a amené une couverture peut-être plus grande que si un homme avait gagné. Ou je pense qu'en ce moment, les médias, il y a moins de choses à dire, puis les gens veulent parler d'autres choses de positif que de la COVID. Puis cette course-là a eu une super couverture, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde, un peu comme quand Courtney a gagné au scratch un Moab 240. Elle est allée au podcast de Joe Rogan, qui est, je veux dire, qui est vraiment grand public, aucun lien avec la course. Puis ça a comme fait exploser ça que, wow, OK, il y a des sports. Il y a un sport d'endurance qui existe ici où les gens courent pendant 300 km, c'est des débiles. Puis en plus, c'est des femmes qui gagnent au scratch. Puis ça a comme fait avancer, je dirais pas la cause, vraiment pas, mais ça a comme permis de montrer que, il y a des places où, tu sais, à compétence égale, là, un homme part la course, une femme part la course, mais c'est la femme qui a gagné. Puis on voit pas ça dans les sports qui sont mainstream. Puis c'est le fun aussi que ça envoie. Quand j'ai vu la couverture, tu sais, des grosses pages couleurs dans le Journal de Montréal, je trouve ça le fun. C'est le fun pour la course en endurance, la course d'ultra, parce que c'est un sport qui est dans la marge complètement et qu'on ne voit pas du tout. C'est pas un sport qui est couvert ou à peine. Et en plus, ben là, c'est ta face qui est là. C'est une femme qui a gagné le backyard au Canada devant une tralée d'élite des coureurs, tu sais, qui... Je pense que tu es arrivé là et tu n'étais pas la favorite, puis c'est ça qui est le fun. Non, j'étais zéro la favorite. Là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun de suivre ce sport-là quand tu as des surprises comme ça. Puis quand c'est un genre de OK, c'est impressionnant. Il y avait une Québécoise dans l'équipe de 15, c'était une gang du West Coast, puis c'est la Québécoise qui a gagné au scratch. C'est vraiment le fun à voir, en fait. Puis cheers à toi. Ah, merci. Mais on a presque pas bu. Non, c'est ça. Ben, moi, j'ai bu un peu plus, mais c'est toi qui parles. C'est bon signe. Ça veut dire que je t'ai laissé parler en masse. C'est moi qui ai plus de bière de vie. Là, je la regardais, je disais, j'ai même pas pris une gorgée. Mais... fait que non, mais même, c'est ça, comme j'ai dit, moi, je me suis surpris moi-même. Puis justement, c'est ça que je reviens là-dessus. Ça fait comme message. Ben, justement, des fois, on se limite. Justement, j'étais peut-être partie avec je pensais pas gagner. Peut-être que je n'étais pas favorite, peu importe. Ou peu importe. C'est ça, je pense que souvent, puis dans n'importe quoi, souvent on se limite à « Ah non, je ne serais pas capable » ou « je ne peux pas gagner ça ». Puis non, essaye, puis tu peux être très surpris là, de qu'est-ce que tu peux faire. Puis juste pour revenir là, au Journal de Montréal ou peu importe, l'autre podcast et tout, ça a amené aussi beaucoup de gens qui m'ont écrit des messages là, comme... en privé ou peu importe. Puis, chacun se raconte un peu leur histoire par rapport à ça. Fait que, c'est quand même le fun de voir... Je dis pas au monde là, d'aller couvrir ça, là, mais c'est juste de faire quelque chose que pour toi, c'est de dépasser. C'est déjà super wow. Là. J'en ai qui n'ont jamais couru, puis ils commencent à courir. C'est wow. Quelqu'un d'autre qui veut essayer son premier marathon, c'est wow. Chacun comme... Chacun son ultra. Exactement. Tout est relatif. Il ne faut pas non plus être un... Là. De l'autre côté, aussi, les gens, ils pensent
moi, je suis très équilibrée aussi dans ma vie de tous les jours. Là, je ne fais pas juste ça. Là. Moi, dans la vie, là, le travail puis la famille, tout passe avant. Là. J'arrange mes trainings en fonction de ça et tout. Fait que, je pense que tout ça aussi, il faut que ça reste sain. Et ça fait peut-être aussi que tu arrives à quelque chose un peu plus, pas se prendre au sérieux, mais plus relax. Fait que peut-être que des fois, ça permet de peut-être mieux performer ou que ça va mieux, tu sais. Mais peut-être une pression que tu te mets de moins parce que tu n'as pas... Ouais. Tu sais, si tu étais une athlète élite qui fait juste ça de sa vie, tu es commandité, tu fais juste ça de ta vie, ça serait cool, hein, je te le souhaite vraiment, mais tu aurais juste ça à penser. Ça ferait des mois que tu penses qu'à ton backyard. Tu te mets une genre de pression à tous les jours. Tu sais, je pense que l'humain fait ça de base. Tu sais, si tu avais juste ça à penser, mais là, comme tu dis, la course, tu le squeezes dans ton horaire à travers le travail, les enfants, la logistique de tout ça. Ouais. Fait qu'on dirait que tu es peut-être arrivé là, comme tu le dis, avec un mindset de... relax, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant de le comprendre comme ça aussi, de dire que tout ça comme peut des être fois, avec servi. mes amis, on dit « OK, là, faut que je sois un ninja cette semaine. » C'est OK, ça, pour que ça switch, ça va là, ça va là. Puis, à la limite, c'est ça qui fait, je pense, que... Des fois, tantôt, j'ai reparlé là, d'un peu les femmes qui ont des carrières, des enfants et tout. Je pense que c'est ça que j'admire le plus. Moi, j'admire bien plus quelqu'un qui jongle avec tout ce qui se passe, qui n'est pas toujours évident. Là, il y a eu la COVID pour tout le monde. Moi aussi, là, j'avais l'école à la maison là, du jour au lendemain, là, puis j'ai pas la patience d'un prof, que j'admire les profs. Là. Fait que, je pense que toutes ces affaires-là, c'est des contraintes, mais il ne faut pas les voir de même. Là, mais le bon terme, c'est ça. Fait que, je pense que c'est là que... bref, moi, ça m'impressionne plus que comme quelqu'un qui... pas que tu as juste ça à faire, mais tu vas courir 30 kilos puis tu peux être couché après. T'es chanceux. T'es chanceux. Moi, j'ai couru 30 kilos ce matin, là, puis après, il fallait que je fasse des dessins, là. Fait que... puis c'est correct. Mais je pense que c'est ça qui fait que comme c'est encore plus le fun. Moi, je suis contente de m'appeler un ninja, là. C'est ça. Exact, c'est que tu accomplis des grandes choses dans la course, mais c'est à travers tout le reste. Puis exact. C'est un loisir, puis ça demeure un loisir. Ouais. C'est parce que n'importe quoi pour réussir, il faut que ça soit une passion. Même n'importe qui là, dans son travail, si tu n'aimes pas ce que tu fais, là, ça va se refléter dans n'importe quoi. Là. C'est impossible que tu vas avoir du succès dans quelque chose si toi-même... Comment tu peux faire à croire aux autres que tu es bon si toi-même tu n'aimes pas ça et tu n'y crois pas? Ça m'a donné... Ça marche pas. Il faut que... C'est bien plus le fun de faire quelque chose qu'on aime. Là. Ah oui. Je pense que c'est à tous les niveaux, comme tu dis. C'est dans le travail, c'est dans les loisirs, puis c'est dans la course. Puis je trouvais ça intéressant tantôt quand tu disais, on parlait de chacun ses objectifs, chacun son ultra. Puis tu t'es pas levé du jour au lendemain en disant « Ah, j'ai fini un demi-marathon, maintenant je m'enligne sur 43 heures de course. » Il y a eu des étapes là-dedans. Puis chacun se fixe ses objectifs. Puis si... tu écoutes notre podcast en ce moment, notre discussion, puis toi, ton objectif, c'est faire un 5 km d'ici 2021, ben go. Puis après ça sera peut-être plus ou peut-être pas. Peut-être que tu vas dire, hey, j'ai atteint ce que j'avais à atteindre, puis je suis bien là-dedans. Les gens vont pousser vers du 10, du 21, du marathon, puis il y a une parcelle de gens un peu débiles qui se mettent jusque dans les ultramarathons. Mais encore là, il n'y a pas de limite là-dedans. Il y a comme un moment où le 100 miles, c'était comme la norme, puis là, il faudrait avec des 200 miles, puis le Tour des géants, puis là, une course de 600 miles en Suisse. Puis, il y a plein de patentes, puis chacun s'amuse là-dedans, puis c'est pas une compétition de qui se rend le plus loin, c'est plus trouve ce qui te motive. Après ça, mets un pied devant l'autre. Puis... The sky is the limit. C'est ça. C'est ça, je veux pas que le monde, des fois, pas un mal, mais je me dis, je veux pas que le monde, il se compare. Le but, c'est de pas se faire 43 heures. Moi, j'aime bien mieux une histoire de quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai réussi à faire ça, puis ça, c'était gros pour moi. » Ça, c'est cool. Là, je demande à personne de courir 43 heures. Puis moi, j'aime ça parce que ça me permet, justement, comme je suis un peu fascinée par l'aspect mental de tout ça. Là. Puis comme j'ai dit, j'aime courir. Fait que c'est comme les deux ensemble, c'est comme un bon mélange, là, mais c'est ça, tu n'as pas besoin de faire ça. Fait que, des fois, comme je dis, je me sens comme un peu comme imposteur, là, dans le sens que c'est pas ça que je veux que les gens aient de l'image de moi. Tu comprends? Mais ce qu'on prône, c'est pas, ce que tu prônes, c'est pas
aller courir 288 km, c'est Jérôme. repousser vos limites. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ils vont t'écouter aujourd'hui dans notre podcast. On va jaser de se repousser puis d'aller plus loin dans nos retranchements puis aller donner le petit 10 % de plus puis pour aller plus loin. Mais il y en a, peu importe si c'est vous visez un demi-marathon, puis il vous manque cette motivation-là, peut-être que cette conversation-là va faire que je vais appliquer ce qu'elle a dit, ce que tu parlais de mindset, de se mettre dans un état d'esprit, de visualiser son truc. Tout ce qu'on a parlé aujourd'hui s'applique à la distance de n'importe qui. C'est ça qui est le fun, je pense, que de des balados comme ça, c'est que tu t'inspires de des gens. C'est les extrêmes, mais en même temps, tu t'inspires de ça, puis tu l'appliques à ton quotidien. Est-ce que tu parles en entraînement comme motivation de prendre du plaisir dans ce qu'on fait? Est-ce que tu parles de game mental, d'avoir la discussion interne, le dialogue interne, de s'auto-motiver, tout ça? C'est bon à toutes les distances, à tous les sports, à tous les types d'entraînement. Puis même pas juste le sport. Tu sais, comme moi, je prône que dans la vie, il faut que tu sois ton plus gros fan. Puis dans n'importe quoi. Tu sais, il faut que tu crois en toi. Puis après, ben, tu peux présenter ton projet, peu importe c'est quoi, à n'importe qui. Mais si toi-même, tu as des doutes, tu n'y crois pas, c'est sûr que ça va paraître, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai du fun, je suis mon propre fan, puis je m'amuse avec ça. Mais c'est quoi? Faut que tu crois en toi, tu sais, je veux dire. Moi, vraiment que dans la vie, tu as réussi à un peu comprendre ça, là, je pense que tu peux faire n'importe quoi. Il y en a que ça va se lancer en entreprise, il y en a que ça va être courir, peu importe c'est quoi. Je pense que ça s'applique à tous les niveaux puis à n'importe quoi. Là. Sinon, c'est comme très monotone. Puis à un moment donné, tu te réveilles, ça fait 10 ans, puis tu te dis « Hey, j'aurais dû ». C'est ça, c'est plate, ça va tellement vite qu'on ne devrait pas avoir des « j'aurais dû ». Non, fais-le. Go. Fait que si ça peut juste motiver à quelqu'un à go, ben c'est parfait. Voilà. Fait que là, après cette victoire-là, qu'est-ce que tu as en tête pour l'avenir? Là, on sait que c'est une année de COVID qui continue, mais c'est quoi tes objectifs? J'aimerais ça faire le record canadien sur 100 000, qui est présentement 15h19. Fait que j'aimerais ça battre ça. J'aimerais ça aller, c'est sûr, au Tennessee Backyard, puis comme voir c'est quoi ma limite. Puis, ben, comme j'ai dit tantôt, le Badwater, mais tu sais, comme je dis, peut-être que genre quelque chose d'autre qui va se présenter, puis je vais dire, hey, OK, cool, ça me tente. C'est un peu ouvert à n'importe quoi, là, moi. Souvent, je pars avec un plan, puis que je finis par même plus ou moins faire ce plan-là dans l'année, là. Fait que, moi, tant que ça reste le fun, puis c'est des courses qui me tentent, j'ai pas de problème. J'ai été invitée à une course là, qui aura, je sais pas si ça va avoir lieu encore, là, c'est un 100 km qui sera au Québec, là. Ah ouais, c'est quoi? Vraiment. Je sais pas si c'est comme le droit, probablement à Montmagny, là. OK. Je vais faire une course, tu sais, dans le temps, c'était des années 80, là, il y avait un 24 heures, puis un 100 kilos aussi. Dans le temps. Là. Puis si tu regardes la liste des coureurs qui étaient là, c'était genre je pense qu'il y a encore là, des gars qui ont les records du monde là, de ces années-là. Ah ouais, OK. Ouais, fait que c'était quand même super prestigieux là, comme course. Fait que je pense qu'ils veulent ramener un 100 kilos. Là, c'est sûr, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si ça va avoir lieu. Fait que là, ils m'ont approché pour y aller. Mais tu sais, ça, c'est le genre de course que je trouve ça cool. Là. Fait que c'est sûr que comme je voudrais y aller. Là. Mais sinon, n'importe quoi. Là. Mais là, tu t'es inscrite à Bromont 160. Est-ce que c'est encore dans les plans? Je l'ai transféré à l'année prochaine. Pour vrai, si il n'y a pas une autre formule comme ça où elle au Tennessee, là, parce que je souhaiterais y aller, puis comme 2 semaines avant, fait que c'est comme pas logique, là, ou même 1 semaine avant, là, Bromont sera pour une autre année, si c'est le cas, là, si j'ai à faire le choix. Mais c'est sûr que non, s'il n'y aurait pas ça, j'aimerais vraiment le faire pareil, justement. Tant qu'à m'avoir exposé à sortir de ma zone, là, il faut que j'aille au bout de ça éventuellement. Le sortir de ton système. Ah ouais, faut que je l'essaye. Puis comme j'ai dit, moi, je ne veux pas faire à moitié. Fait que je me suis inscrite au 100 000 tout de suite. Puis c'est correct. Ah ouais, un bon défi. Ben, tu sais, moi, la distance, c'est correct. Fait que là, c'est juste, moi, c'est le dénivelé. Le dénivelé, ça va aussi. C'est plus, j'ai vraiment pas de technique là, de trail. Là. C'est genre, des fois, c'est drôle. Là. Fait que c'est ça, tout ce qui est roulant et tout, ça va. Mais aussitôt que ça devient plus technique, ben pour moi, ça va être la marche, ça, c'est certain. Il n'y a pas de... Pour le moment, je ne suis pas très, très bonne. Mais tu sais, à la limite, c'est le fun aussi parce que j'aime ça des fois de dire « OK, je ne suis pas bonne là-dedans. OK, c'est bon, je peux le travailler. » C'est comme il y a une couple d'années, je disais « Les côtes, là, je capotais. » J'en ai tellement fait
que maintenant, tu sais, ça me dérange plus. Fait que, tu sais, au pire, ça sera ça, là. Je ferai de la technique jusqu'à temps que je sois correct. Ah oui, le corps s'adapte, puis Voilà. l'entraînement s'adapte aussi. C'est ça. Je pas une coupe de débarque là, cet été, là, mais c'est correct. Ça fait partie de la game. Et voilà, je pense que les descentes techniques, ça fait partie de l'apprentissage à la dure de se planter une coupe de fois dans Je pense que je me levais pas les pieds, je sais pas trop. C'était même pas une descente. Je me suis genre enfargée d'une branche. Là, je me suis ouvert les 2 genoux. Mais c'était pas correct. Là. Ça fait mal sur le cou, puis tu repars. Excellent. Hey, moi, pour finir mes entrevues, j'ai toujours mes questions éclairs NAC, présentées par NAC. C'est super simple, c'est des questions A ou B. Puis c'est les réponses le plus rapidement possible. Le FKT féminin en ce moment appartient à Marie-Ève Pelland en 24 secondes. Donc, on va voir si tu es capable de battre le record présentement. Donc, tu me dis quand tu es prête, je pars mon chrono puis je te pose ces 10 questions-là. OK, vas-y. Route ou trail? Route. Hiver ou été? Été. Courir pour le plaisir ou en compétition? Plaisir. Oka ou New Balance? Les deux, mais si j'ai à choisir, New Balance. Question NAC, bar végétalienne ou au grillon? Végétalienne. Burger ou gaufre? Gaufre. Épreuve de 24 burger. Épreuve de 24 heures ou backyard ultra? Backyard. Courir le matin ou le soir? Matin. Bière ou vin? Bière. Javelina 100 ou Beast of Burden? Ouf, Javelina. 35 secondes. Il n'y a pas des faciles. Mais honnêtement, Anna, c'était comme les deux. Là. Le Beast of Burden, il faut que je dise, c'est comme un genre de coup de cœur, parce que c'était comme les premières. Puis... Est-ce qu'il te travaille parce que je voyais que tu as remporté 2 fois le 50 miles, mais tu as abandonné le 100 miles, c'est ça? Oui, exact. Le calibre n'est pas élevé, là, fait que, ce ne serait pas pour ça. J'aurais aimé ça que ce parcours-là soit comme homologué pour un record, parce que ça serait le genre de parcours où j'aurais aimé ça faire battre le 15h19. Puis il ne l'est pas? Non, je pense pas. Je pense pas. Faudrait que je vérifie, là, mais je pense qu'il n'est pas certifié. Et je pense que ça ne serait pas reconnu, mais ce serait le genre de parcours que je voudrais le faire là-dessus. Javelina, c'est vraiment wow, sauf qu'il fait trop chaud. À un moment donné, tu vas pousser les éléments pour toi. Là. Puis je pense que la fille qui a le record, elle l'a fait sur piste. Je ne voudrais pas le faire sur piste. Il y aurait peut-être une course qui ressemble à ça, mais je ne l'ai pas faite. Tunnel Hill, je pense, qui est à peu près là, qui est aux États-Unis. C'est là que Camille elle a le record du monde. Là. OK. C'est assez roulant. Ça ressemble justement à ce genre de parcours-là. Peut-être que je penserais à ça, là, mais pour moi, Beast of Burden va toujours rester le Beast of Burden, avec la super toune qu'à chaque fois que tu arrives, qui part. Mais bref. Et puis, honnêtement, pour quelqu'un qui commence, qui ne veut pas de route, pas de trail, c'est comme un bon compromis. Là, c'est comme j'ai dit, le petit train du Nord. Fait que, c'est quand même. Puis il y a un ravito à tous les 10 kilos. Fait que tu n'as pas besoin de traîner plein d'affaires. C'est super bien organisé, c'est friendly. C'est une très belle course. Là. Une belle place pour faire ses premières armes. Ouais, vraiment. Là. Fait que le record canadien, c'est en 15h19. 19. Puis le record mondial de Camille, c'est combien? 13h quelque chose. Là. C'est comme. Autre game. Ouais, c'est ça. Le 15h, je peux l'espérer. Là, c'est comme, je ne sais pas comment ça donne, 5h38, quelque chose du genre. Mais le 13h, quelque chose, ça commence à être. On va y laisser à Camille. Pas là. J'y laisse au Camille. C'est correct comme ça. Ah ben c'est cool. Merci beaucoup de ton temps, Stéphanie. C'est vraiment une belle super. discussion. On a bifurqué quasiment plus sur la motivation personnelle puis sur la place de la femme dans le trail ou dans les courses en ultra. C'est cool. Bien, merci. Cool. Ben, je remercie, comme à l'habitude, mes collaborateurs, David Hébert qui signe le design graphique et Fred Desroches, le thème musical. Puis je te remercie, toi, d'être venu jaser avec moi autour d'une bière d'ultra. J'ai rien bu, mais tu es obligé de la boire après. Exact. Félicitations encore pour ta victoire. C'est 288 km. L'équipe canadienne, vous avez fini 3e derrière la Belgique, les États-Unis. Puis c'est quand même impressionnant, 3e place sur 21 pays. Comme tu dis, la clé a été, oui, ta victoire, mais aussi le fait que vous avez été 15 coureurs à continuer longtemps. Il n'y a pas eu d'abandon non, c'est ça. en début de parcours. Fait que vous avez longtemps maintenu le niveau. Puis
Le classement se faisait juste par le nombre de laps total par l'équipe, c'est ça? Exactement. Fait que, ça nous a vraiment aidé. Là. C'était une belle synergie d'équipe. Là. C'était le fun. C'est le genre de... des fois, dans ta vie, tu fais des affaires et tu vas t'en rappeler tout le temps. Là. C'est comme des fois, c'est quand tu étais jeune, tu as fait un camp puis ça t'a marqué ou peu importe c'est quoi. Mais ça, c'est le genre d'affaires que c'est sûr que je vais m'en rappeler tout le temps. Là. Ah, c'est très cool. Ben, félicitations. Merci. Puis, au plaisir de se reparler après tes prochains défis. Oui. Je pense que j'ai l'impression qu'on va entendre parler de toi dans les prochaines années. Je devrais faire d'autres affaires. C'est ça, avec tout ce que tu sembles avoir devant toi, ça va être très intéressant à suivre. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Merci tout le monde. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trailer.